Sa vie ne s'arrête pas au moment de sa retraite ou au moment où on approche de la retraite. La question de la fracture numérique, justement, là aussi, on est dans des stéréotypes. On a toute une série de personnes âgées, elles savent très bien faire le WhatsApp familial, poster des photos, elles ont vu le lien qu'il pouvait y avoir quand leurs petits-enfants, par exemple, sont loin, etc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Ville à 10 minutes. Alors je vous rappelle, la Ville à 10 minutes, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet urbain qui veut que chaque quartier de la ville soit équipé d'équipements publics. Donc ça peut être évidemment les crèches, les écoles, les centres sportifs, les centres culturels, le transport, les espaces verts, des commerces. Mais c'est aussi d'avoir des débats sociétaux, des débats qui parlent de nous et qui parlent du fait que chaque citoyen a une place particulière dans la ville, quelle que soit son origine, quelles que soient ses conditions. Comme je dis souvent, c'est pas très important de savoir d'où on vient. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait ensemble. Et c'est encore plus vrai dans la ville la plus cosmopolite du monde, enfin la deuxième la plus cosmopolite du monde avec 184 nationalités, de pouvoir affirmer cela. Et aujourd'hui, on a un débat avec Laurence Rosier, qui est professeur à l'ULB, professeur de linguistique et d'analyse du discours, mais qui a un prisme très particulier, qui est le débat sur l'agisme. Donc sur les personnes, de savoir comment, dans le fond, dans une société dans laquelle le vieillissement va être un enjeu majeur, l'est déjà, donc il ne sera pas d'ailleurs qu'un enjeu économique, ce n'est pas que la silver economy dont on doit parler, mais comment travaille-t-on avec cette population particulière présente sur notre territoire, qui a un peu tendance à se sentir déclassée, qui a tendance à se dire, tiens, dans le fond, j'ai pris ma retraite, je ne suis plus tout à fait un citoyen comme les autres, je ne suis plus dans la transmission du savoir, je ne suis plus dans la production, où est ma place, quoi. D'abord, on va pouvoir voir que ce n'est pas du tout vrai, et qu'il y a encore beaucoup de choses justement à retirer de l'expertise et de l'expérience et de la volonté citoyenne de cette catégorie de personnes, mais il y a d'abord tout un discours qui se construit autour des personnes appelées seniors ou troisième âge, ou Silver, boomer, voilà, il y a beaucoup de. Donc voilà, on termes. vous a invité pour parler de ça parce que vous avez décidé d'utiliser ce prisme, pas que dans le territoire urbain, mais vraiment dans l'ensemble de la société. Oui, mais d'abord, on s'est peu intéressé à la population âgée, notamment dans le cadre scientifique. C'est-à-dire que quand il y avait des études qui étaient menées, c'était en gérontologie et souvent sur les déficiences, les manques, la perte de mobilité physique, mais pas comme justement un ensemble de personnes agissantes et pensantes. Et dans les années 69, il y a un gérontologue qui dit mais en fait notre société fait de l'agisme parce que à force de privilégier toujours la compétitivité, l'apparence, etc. Il y a toute une série de la population qui est stigmatisée de façon, parfois on ne le voit pas beaucoup, mais ça peut mener à des maltraitances. Donc c'est dans les années 60. Et puis de plus en plus aujourd'hui, dans la lignée évidemment, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup sur les discours de discrimination, le sexisme, le racisme, l'agisme, on s'est dit, oui tiens finalement on ne traite peut-être pas très bien nos vieux et nos vieilles, et eux-mêmes ont eu envie aussi de faire entendre leur voix. Donc c'est assez marrant qu'on doive passer par les discriminations pour qu'après on se dise, on doit considérer de façon positive ces personnes. Et l'agisme, après, a évolué vers l'idée qu'en fait, c'est aussi les discriminations par rapport à l'âge. C'est-à-dire que les stéréotypes à l'égard des personnes âgées, et à partir de 55 ans, on commence à être discriminé, et les jeunes, parfois ça se recoupe. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un jeune n'a pas assez d'expérience et qu'une personne de 45 ans est trop âgée pour tel poste. Et donc finalement, travailler sur l'agisme, c'est aussi travailler sur un rassemblement collectif en se disant, la solution, elle est certainement intergénérationnelle, dans le dialogue et dans une place accordée à la diversité des personnes âgées. Parce qu'en fait, quand on dit les vieux, les vieilles, on a aussi des images très stéréotypées. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir participer au Conseil des aînés au mois d'avril l'année dernière, et j'ai vu cette diversité. C'est-à-dire que dans les personnes âgées, on a par exemple, je me souviens très bien d'un monsieur qui dit « Moi, j'ai plus envie de faire grand-chose, j'ai envie d'être contemplatif », et puis une autre qui dit « Ah non, moi, j'ai envie de faire plein de choses ». Et toute cette diversité, je pense que c'est la richesse, diversité aussi d'origine géographique, de sexe, de genre, et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour ces questionnements autour de l'âge et des personnes âgées dans la cité. D'ailleurs, on ne les traite pas de la même façon dans une ville cosmopolite comme Bruxelles. Donc il y a une approche par rapport aux seniors qui peut aussi dépendre des différentes cultures. Mais aussi, comme vous l'avez très bien dit, sur le fait que sa vie ne s'arrête pas au moment de sa retraite ou au moment où on approche de la retraite. C'est quand même de
repositionner et re-questionner la visée utilitariste de nos concitoyens, de dire mais est-ce qu'il est encore utile ou pas utile? C'est quand même surtout là-dessus aussi qu'on veut insister. Oui, oui, tout à fait. Ben, à l'origine, vieux, vous avez à la fois vieux sage et puis vieux vétuste. Hein. Vous avez sénex qui voulait dire à la fois le sénateur ou sénile. Donc vous voyez qu'il y a cette double injonction de la société, parce qu'à la fois on veut des vieux qui n'ont pas l'air de vieux en fait. Hein, on dit restez performants, restez belle. Hein, la beauté et la vieillesse, hein, paraît-il, ça n'est pas nécessairement compatible. N'oubliez pas cette grande phrase de Serge Gainsbourg, la différence entre la beauté, et c'était la laideur, il ne parlait pas de la vieillesse, mais il disait que la laideur, elle dure. Oui, la vieillesse, je ne sais pas si elle dure, mais elle dure de plus en plus, longtemps. C'est clair, et quand vous dites en effet les approches culturelles, le fait que vivre avec des personnes âgées, dans certaines cultures, on vit avec les grands-parents, les tantes, etc. Et puis je pense aussi que la crise Covid, la crise sanitaire, nous a montré quand même des personnes sont mortes de solitude. Donc on a eu une grande responsabilité, je pense, à ce moment-là. Et peut-être que ça a ouvert les yeux aussi en disant ces personnes qu'on avait enfermées, soi-disant pour leur santé, on aurait dû peut-être trouver autre chose. Et aujourd'hui, on sait bien que l'isolement n'est absolument pas la solution. Et au contraire, comme vous le dites. On a senti une tristesse terrible. Donc c'est vrai que... Et c'est d'ailleurs un des phénomènes sur lesquels on essaie de travailler à la ville de Bruxelles, c'est le fait de débriefer le Covid. On a déjà reçu dans ce podcast Camille Fortuny, André Areas, sur ce qu'on a appelé les invisibilisés du Covid. Donc c'est parti d'un principe assez simple. On a commandé cette étude en disant, tiens, on a demandé aux gens de rester chez eux. Comment est-ce qu'on reste chez soi quand on est sans abri? Donc, on dit, mais où est-ce qu'ils vont? Et donc, on a fait travailler des sociologues là-dessus, sur les personnes âgées, sur ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Il y a très peu d'études pour l'instant. On n'a pas encore très bien travaillé là-dessus. On sait que ça a parfois aidé à combattre aussi par moment la fracture numérique. On sait que beaucoup de personnes plus âgées se sont mis à utiliser les smartphones, le digital pour être en connexion avec le monde, mais il n'y a pas vraiment eu de débriefing sur qu'est-ce qu'on a fait subir à certains, et vous faites le parallèle sur la jeunesse et sur les personnes âgées. Moi, je le sais, j'ai été très dur par moments pour des raisons sanitaires, aussi avec la jeunesse, en interdisant tout. Oui. Et j'en suis conscient, et depuis, j'essaye de rattraper, de plutôt tout autoriser. Mais c'est vrai que ce débriefing est important. Et la question de la fracture numérique, justement, là aussi, on est dans des stéréotypes. Parce que on a toute une série de personnes âgées, alors quand elles ont les moyens, quand elles ont les Wi-Fi, quand elles ont un endroit, évidemment, ça c'est très important, mais elles savent très bien faire le WhatsApp familial, poster des photos. Elles ont vu le lien qu'il pouvait y avoir quand leurs petits-enfants, par exemple, sont loin, etc. Par contre, où la fracture numérique, et là, elle me semble devoir aussi être pensée, c'est l'absence de lien, parce que tout passe maintenant par une administration numérique. Et là, je sais qu'il y a une série de personnes âgées, ça leur manque de ne plus avoir un guichet où on peut papoter, parce qu'il y a le lien social, et pas seulement administratif. Et donc là, je pense qu'il faut aussi progresser sur cette question de la fracture numérique, et aussi arrêter de dire que, je me dis toujours, les vieux d'aujourd'hui, ils écoutaient du punk dans les années 70, et en général, ce qu'on leur dit, c'est on va écouter le temps des cerises et des valses. Eux, ils ont peut-être envie de faire du street art, de faire des sites internet, de communiquer de cette façon. Donc, de nouveau, là, c'est les stéréotypes contre lesquels il faut aller, mais en donnant des moyens, parce que c'est vrai que la fracture numérique, elle est aussi économique. C'est vrai qu'il ne faut pas les infantiliser. Donc, vous avez raison quand je trouve vous faites votre parallèle entre les personnes âgées les plus jeunes, où on les considère un peu déclassées, comme ça, de codo, qui ne sont plus dans cette vision, je disais, utilitariste, alors qu'en fait, ils ont vraiment envie de bouger, ils ont vraiment envie de transmettre. D'abord, on est très impressionnés là-dessus, sur la vocation de transmission qui est très valorisante. Oui, la question de la transmission de la mémoire, parce que je vous disais que quand on étudie un peu les personnes âgées, quand on étudie leur langage, c'est toujours le fait qu'on leur parle, on appelle ça le parler pépé mémé ou le baby talk, c'est-à-dire on leur parle comme à des bébés, ou on leur parle très fort parce qu'ils sont d'office sourds s'ils sont vieux, et tout ça de nouveau, stéréotype, et on ne leur donne pas assez l'idée d'une parole en interaction et de transmission. La question de la mémoire, on sait qu'elle est importante d'un point de vue politique. Les récits, qu'ils soient individuels ou collectifs, peuvent être évidemment partagés, notamment avec la jeunesse, et là je pense que ça serait vraiment très bien de pousser, alors pas toujours raconter mes vieux souvenirs de l'avant-guerre, mais aussi mon regard sur le monde aujourd'hui en tant que personne qui a vécu des expériences. Nous-mêmes, on n'est pas des digital natives, donc on a aussi passé quelque part d'un monde à l'autre, et c'est important, je pense, justement par rapport à cette question de la transmission et de la mémoire. Je pensais en venant ici en voiture en me disant, mais tiens, si les jeunes photographiaient les personnes âgées photographiaient les jeunes, il y aura un super projet là de montrer le regard de l'un sur l'autre avec quelque chose qui est bienveillant et qui est beau, et
et qui serait vraiment dans cette question de transmission, mais qui n'est pas simplement les vieux et vieilles racontent leurs histoires, mais aussi les jeunes racontent leurs histoires, et ça serait un beau partage. Mais il y a des expériences, vous parliez parfois d'infantiliser le baby talk sur les personnes âgées, mais aussi, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites sur les danses, la musique, le côté récréatif. Moi, j'ai une expérience très particulière, c'est qu'on organise des balles de seniors, et une année, il y a une dame qui est venue me dire, écoutez, les balles des seniors, il y a un côté très embêtant, c'était pas la musique, c'est que les femmes vivent plus vieux, il n'y a plus d'hommes. Et donc, c'est vrai. Donc, pour une danse, souvent à deux, on aime bien danser à deux, quoi. On aime bien danser avec l'autre sexe, c'est pas général, mais on a engagé des jeunes danseurs. Et ça a un succès incroyable. Donc, on est allé voir les écoles de danse et on a dit, tiens, est-ce que vous voulez bien venir, ils sont rémunérés, pour venir danser avec nos seniors pour qu'il y ait une ambiance festive. Et on remarque comme ça cartonne, comme il y a vraiment une ambiance très particulière parce que les personnes âgées, elles ont le droit aussi à faire la fête. Et elles sont demanderesses. Elles ne sont pas demanderesses que simplement, voilà, tu es personne âgée, tu vas aller écouter une conférence, on va te donner des bouquins, on va te former au digital. Non, ils ont envie de s'amuser. Et c'est aussi ce côté festif, qu'il y a encore une volonté justement de faire la fête, c'est très, 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 très présent. Oui, et comme vous le dites, en faire des êtres agissants, notamment au niveau politique. C'est pour ça que je pense, en effet, continuer de les consulter comme citoyens, citoyennes qui appréhendent la ville et l'espace urbain d'une certaine manière. Sans oublier évidemment les questions d'invalidité, elles sont là, il ne faut pas non plus, comme je vous le disais, l'injonction à celui qui fait du tennis encore à 70 ans, et puis celui qui est dans une chaise parce qu'il est moins mobile, il faut parvenir quand même à ce qu'ils puissent aussi se rencontrer avec leurs envies différentes et de pouvoir se sentir, oui c'est ça, agir sur le monde et sur l'espace public. Vous avez une impression de quelque chose qui est ressenti généralement comme un manque quand on bascule dans justement le côté senior, dans l'agisme, c'est le regard des autres par rapport à ça, c'est le fait de ne plus savoir faire certaines choses. Oui, il y a le regard qui continue d'être injonctif par rapport à la corporalité, au corps. Alors je pense toujours, bon là c'est un peu genré, mais il y a le vieux beau et la vieille peau. Et vous voyez que la vieille peau, souvent elle est pas très gentille, hein, elle a la peau pâlisse, mais donc on a ces stéréotypes par rapport à l'apparence, et c'est vrai que l'idée que les vieux sont plus lents, donc ils gênent, etc. Donc oui, là je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du regard qui devrait être revalorisé certainement, et le fait de la participation, c'est clair que il y a des jeunes cons comme il y a des vieux qui ne sont pas, et donc du coup je pense qu'en effet il faut continuer à pouvoir se dire que on peut agir, on peut réfléchir et pouvoir continuer en effet à être actif en tant que citoyen, citoyenne. Et quand vous parlez du langage par exemple, quelles sont par exemple ces formules très stigmatisantes qui font que les gens se sentent le plus dévalorisés? Puisque vous êtes une analyste du langage, c'est important de le dire aussi. Oui. C'est ce qui vous a peut-être mené à avoir cette particularité de pouvoir nous questionner aussi sur la société, c'est que vous regardez nos expressions. Donc au-delà de nos actions, vous êtes une analyste en tant que linguiste de nos expressions qui ont justement parfois cette tendance à mettre certaines personnes de côté simplement par ce qu'on dit, même pas par ce qu'on fait. Tout à fait, mais j'ai des étudiants et étudiantes qui avaient travaillé carrément dans les homes sur la manière dont on s'adressait aux personnes âgées, le tutoiement par exemple, les petits noms, etc. Alors pour certaines personnes, elles trouvent ça très bien, mais on leur a pas demandé leur avis. Si on l'appelle Titine, elle n'a pas envie, et l'autre au contraire il a envie, et c'est vraiment ce truc où on impose quelque chose, on dit toi t'es vieille, de toute façon, toi c'est de ton temps, mais c'est quoi mon temps, et donc là c'est cette espèce aussi de on nous impose ces expressions, on nous impose d'être boomer, silver, ce qu'on a envie qu'on soit caractérisé, c'est pas parce qu'on laisse ses cheveux blancs qu'on a nécessairement envie qu'on soit réduit par exemple à cela, et dans le langage c'est vrai que on n'y pense plus parce que les expressions sont là, et on a l'impression qu'il y a des choses qu'on fait de façon gentille, et en fait comme elles n'ont pas été demandées, comme un bébé, on ne lui demande pas si on dit mon chouchou, etc. Et d'ailleurs quand ils ont 14 ans ils n'ont plus envie qu'on les appelle mon chouchou. Demain peut-être la personne âgée elle a envie d'être digne, et que sa dignité passe par exemple par un vouvoiement ou par un tutoiement, mais cela doit être négocié. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne l'exprime pas? Quelle est l'impression dans ce que vous avez pu étudier? Parce qu'elle se dit que, par exemple, on parle toujours de la voix chevrotante des personnes âgées, et que sa voix ne porte plus assez, simplement que physiquement, elle va plus pouvoir. Donc, il y a vraiment une intériorisation, parfois, de toute une série de caractéristiques qui sont sociales, et du coup, on se dit, je vais pas faire de bruit, je vais pas faire de vagues, laissons la place aux autres, etc. Et du coup, ça empêche parfois de faire entendre les voix des personnes âgées. Ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que, pas pour paraphraser Albert Camus, mais vous nommez les choses. C'est que, en fait, vous considérez qu'il faut d'abord
avoir un discours et d'abord pouvoir utiliser les bons mots avant de mettre en place les plans d'action. Et souvent, parfois, on a tendance à un peu réfléchir dans l'autre sens, en disant on sait ce qui est bon pour les seniors et on va créer quelque chose qui nous semble bon pour eux. Vous vous dites attention, au-delà de leur poser la question, et la façon dont on le verbalise aussi qui est important, parce que justement, c'est ne pas les mettre sur le côté. Vous venez de citer les exemples qu'on peut retrouver dans des homes ou même pas dans des homes. Oui, non, même pas, oui. Le côté infantilisant, le côté justement pas dégradant, mais un peu de diminuer un peu le rôle sociétal qu'une personne âgée peut avoir, alors qu'en fait, elle peut être valorisée tout comme une autre, parce qu'elle a encore beaucoup à donner à la société, voire même à rester contemplative, ce qui n'est pas un problème. Il y a plein de jeunes ou de moins jeunes contemplatifs et qui sont très heureux. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment, comme vous dites, ne pas parler à la place d'eux. Hein, on a tendance à être très injonctif aussi avec les personnes âgées. Il y avait une campagne qui disait fais ci, fais ça. Oh, c'est pas de la maltraitance. Et puis finalement, la dame, mais oui, c'est quand même un peu de la maltraitance de me dire toujours ce que je dois faire, comme si je n'étais plus capable de le faire moi-même. Et leur donner la parole comme des êtres agissants, aussi bien pour les jeunes. C'est pas parler pour eux, en fait. Parce que quand on parle pour les gens, on pense sans doute parfois en le faisant bien, mais comme on s'appuie souvent sur des stéréotypes, eh bien, on rate toute une série de personnalités et de désirs personnels et collectifs. Il y a un débat qui a une dimension tragique, évidemment, tragique dans le sens grec, mais qui est très important, c'est la fin de vie. Oui. Je crois qu'aussi, ce qui s'est passé en Belgique, où on a énormément d'avance sur le fait d'avoir fait voter ces lois sur l'euthanasie dès les années 2000, a aussi permis de dire, mais attention, les personnes âgées, elles ont aussi le droit de décider comment est leur fin de vie, de comment ça se passe. Ça a été quand même une révolution pour un pays qui a pendant longtemps été très conservateur. Je rappelle que ce n'est qu'au début des années 90 qu'on a voté l'autorisation de l'IVG en Belgique. On était dans les derniers pays avec l'Irlande. Par contre, on a été dans les premiers, voire le premier ou un des premiers, par rapport à l'euthanasie. Et je crois que le fait de remettre la personne qui peut disposer de son corps et de son esprit et de pouvoir dire « voilà ce que je souhaite dans ma fin de vie », avec un cadre évidemment médical, mais on ne décide pas à sa place, à mon avis, a contribué aussi à leur redonner une certaine estime de soi. Oui, bien sûr, je travaille d'ailleurs, j'ai un cours sur la littérature de deuil, et aujourd'hui on a beaucoup plus de témoignages sur ces questions, et c'est clair que la question de la dignité et du choix fait partie, parce que la mort et le choix de la mort fait partie de la vie, et leur enlever ça, c'est aussi leur enlever leur dernière dignité. Mais c'est vrai qu'on doit trouver aussi comment, aujourd'hui on sait que plus de 50% des budgets des soins de santé, c'est les 5 dernières années de vie, et qu'en même temps c'est la valeur de nos sociétés, parce qu'on n'est pas simplement dans un calcul de coût économique, on doit quand même souligner qu'en Belgique les soins de santé sont quand même dans les exceptions mondiales comme étant un des plus hauts standards du monde, où tout le monde y a accès quasiment de la même façon, que ce soit les plus grands termes de soins en termes universitaires, par exemple, et de recherche avec les meilleures machines. Mais on sent aussi que cette espèce de médicalisation permanente des personnes âgées peut être très lourde à porter. Qu'à un moment donné, on veut tout le temps, on dit mais tiens, tu dois prendre ça, tu dois prendre telle pilule, tu dois prendre tel truc, tu dois prendre tel traitement. Et que par moments, il y a un côté un peu étouffant par rapport à cette médicalisation totale. Oui, mais c'est vrai que la médicalisation et puis les accompagnants et les accompagnantes, ça c'est aussi un quotidien que vivent beaucoup de personnes qui ne veulent pas en effet que leurs parents soient dans les hauts, mais donc ça c'est des questions de santé publique qui sont extrêmement importantes. Bon là je vais pas devenir tutologue, donc ça sort de mon domaine de compétences, mais je pense que en effet c'est un tout, et la dignité des personnes d'un certain âge, je vous rappelle que l'OMS a mis en avant cette question de l'agisme à partir de 55 ans, c'est-à-dire que quand on est encore dans le domaine du travail, on commence à être victime de petites remarques, etc. Et puis évidemment, vous parlez de l'accompagnement et des maladies et autres, c'est un long processus et je pense qu'on peut agir à différents niveaux. C'est vrai, mais en même temps c'est un choc parce que quand on regarde une carrière professionnelle plus classique, on a cette espèce de montée en puissance justement jusqu'à 55-60 ans, où on devient un peu quelqu'un, que ce soit d'ailleurs dans tous les cadres, qu'on soit cadre, ouvrier, employé, peu importe, on a son expertise, et puis on commence à décliner, et puis on prend sa retraite. Comment on prépare sa retraite? Comment on prépare le fait que la société va nous considérer avec ce terme très dur qui est inactif? Donc vous basculez dans les inactifs. C'est quand même quelque chose sur lequel j'entends beaucoup de retraités qui ne sont pas tout à fait prêts à ça. Ah tout à fait. Et en plus, on rationalise. Donc quelque part, quand vous avez 55 ans, on commence déjà à vous dire il y a le plan dans les 5 ans des personnes qui partent. Et vous voyez que vous êtes sur la charrette. Et c'est vrai que... alors à la fois, on a l'impression qu'il y a plein d'activités
activités possibles, qu'on va faire plein de choses, mais ce côté, comme vous dites, cette assignation à inactivité, alors que justement on a simplement envie de faire autre chose. Mais faire autre chose, ça peut être en effet, cultivons notre jardin, comme disait Voltaire, mais ça peut être aussi des engagements, ça peut être aussi des activités qu'on n'avait jamais faites auparavant et qu'on ne nous propose pas nécessairement. Et donc oui, là il faut aussi être attentif parce que je pense que on a des intellectuels et des actrices, des gens, bon évidemment c'est leur métier, mais qui restent jusqu'à des âges très vénérables, tout à fait actifs dans leur tête, dans leur création. Et c'est plutôt ça qu'on pourrait nous donner comme modèle, même si tout modèle peut toujours être un moment un peu faire peur, parce qu'on peut aussi choisir de regarder l'eau couler et d'être calme et zen. Et d'avoir aussi une prise en charge de la pénibilité au travail. Je pense toujours deux catégories principalement exercées par des femmes, même si ce n'est pas exclusif, que sont par exemple les puéricultrices ou les infirmières. Beaucoup nous parlent qu'en fin de carrière, il y a des jobs qu'elles ne se sentent plus capables de faire de façon optimale. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une vraie expertise, une vraie transmission et encore des années de travail intéressantes. Donc l'aménagement de fin de carrière ne veut pas dire bon, on va faire un effort pour toi parce que dans le fond, tu n'es plus opérationnel ou tu n'es plus aussi corvéable qu'on pourrait l'imaginer. Je pense qu'une société se grandit justement à dire, ok, mais on va te mettre dans une autre fonction parce que tu as cette expertise. Et vous avez raison qu'il y a des jobs où c'est extrêmement intéressant de savoir ce qu'ils peuvent transmettre et continuer à transmettre même après 55 ans, 60 ans, il y en a beaucoup. Et il y en a d'autres où simplement ils doivent être adaptés parce que simplement physiquement, il y a une pénibilité qui fait que c'est plus tenable, quoi. Oui, mais le corps vieillit, je veux dire, ça on doit l'accepter et on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a ce vieillissement, mais comme vous dites, des aménagements pour d'autres transmissions. Et c'est vrai que la pénibilité, on comprend, celui qui a porté des briques toute sa vie, c'est vrai qu'il n'a pas nécessairement envie d'être un pleinement actif physique et plutôt d'avoir du repos, mais tout ça doit en effet s'aménager et se penser ensemble et pas de façon stigmatisante et discriminante. Quel est le terme ou les choses qui heurtent le plus les personnes et que peut-être le commun des citoyens ne se rend pas compte que là, ils blessent sans même le vouloir? Vous avez des idées d'utilisation, d'expression? On vous a relayé ça, par exemple? Il y a parfois des choses qui partent d'une bonne volonté, c'est attends, je vais t'aider à porter, etc., où on se sent diminué, même si parfois ça peut nous faire plaisir, mais on se dit je suis encore, est-ce que j'ai... Se lever dans le tram. Voilà, se lever dans le tram, voilà, et ce genre de choses, même si, on peut le faire aussi, moi si je vois un jeune qui a, je vois qu'il a un peu un problème, qui s'est peut-être blessé au football, voilà, je vais me lever pour lui. Oui, et peut-être parfois c'est un surplus de gentillesse ou d'attention qui... contrairement à ce qu'on pense, peut être justement amoindrissant. Donc ça, il faut faire attention, parce qu'il faut la bonne mesure, évidemment. Et puis, les termes, c'est vrai que les termes... Alors, vieux, vieille, on pourrait les revendiquer. Oui. Le gang, il y a des gangs de vieux, là, qui... Les vieux en colère. Voilà, les vieux en colère. Ils revendiquent en disant, c'est pas une insulte, vieux et vieille. Donc voilà, il faut faire attention, parce que, suivant, les personnes âgées sont aussi très différentes. Et il y en a, par exemple, qui préfèrent garder leurs cheveux blonds et d'autres leurs cheveux gris. Il faut accepter il y a des différences, mais que c'est évidemment le respect de ce qu'elles sont et de leur forme d'autonomie. Et tant qu'il y a d'autonomie, il y a de la vie, et il y a du pouvoir, et il y a de la demande, et il y a du désir. Alors c'est toujours difficile de comparer, donc je vais me rendre à un exercice qui est peut-être suicidaire et dangereux, mais quand je vous entends sur les catégories qui sont stigmatisées, le langage qui est un langage qui peut discriminer, il n'y a rien à faire. Je vois parfois un parallèle avec le féminisme, avec les mouvements qui veulent défendre évidemment tout ce qui se passe par rapport au genre. Est-ce que parfois on ne peut pas trouver des passerelles justement pour cette société qu'on voudrait plus inclusive et d'arrêter de vouloir mettre des gens dans des cases et de lutter pour plus d'égalité? Est-ce que dans le fond, le débat sur l'agisme n'est pas aussi un débat pour plus d'égalité? Ah oui, bien entendu, puisque je vous le disais, c'est dans la lignée des discriminations. Aujourd'hui, l'agisme apparaît en effet aux côtés du sexisme, par exemple, puisque vous parlez des femmes, et on a le même type en effet d'injonction par rapport au corps. Et c'est vrai que le corps des femmes âgées est aussi doublement stigmatisé, parce que on nous dit c'est merveilleux de vieillir, mais surtout rester active, rester mince, rester séduisante, rester dans le marché de la séduction. Tout ça, c'est encore des assignations. Parfois, on a juste envie de dire foutez-nous la paix. Voilà. Oui, mais c'est peut-être ça aussi, c'est qu'aujourd'hui,
certains peuvent qu'on leur foute la paix, de voir comment on rend la société plus inclusive par rapport, je le dis, à ces personnes qui sont quand même dans la société depuis des dizaines d'années et qui ont encore beaucoup à apporter. Et c'est sans doute une des grosses clés sur laquelle la société doit travailler, de dire, OK, la pension est un grand acquis social. Je pense aussi que c'est très important d'avoir... Mais elle est considérée comme un repos et peut-être pas comme une autre mission dans notre société. Qu'un pensionné, il a ou rien. On a parlé du côté contemplatif. Et il faut admettre ça, que parfois les gens ont envie qu'on leur foute la paix. Je trouve que vous avez une très bonne expression quand vous dites ça. Mais qu'aussi, oui, il y a un revenu de remplacement qui existe, qui est la pension, ce qui ne veut pas dire qu'on est un inactif. Non, bien sûr. Et puis, il y a aussi toute cette question de... Alors, les personnes âgées qui ont envie de faire du bénévolat, et puis les jeunes qui disent, oui, mais nous, on voudrait qu'on nous paye parce qu'on entame une carrière. Donc ça, c'est aussi très... il y a beaucoup à discuter. Moi, j'ai pas envie d'exploiter les personnes âgées parce qu'il y a un manque économique, d'une part. On dit, on va engager des personnes retraitées pour donner cours parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. Là, moi, je serais pas pour, parce que je trouve que là, il y a un vrai problème. Donc voilà, tout ça est très complexe, mais je pense qu'aujourd'hui, la visibilisation des personnes à la retraite actives de façon très différente permet évidemment cette inclusivité dont vous parlez. Alors, on est évidemment dans une société complexe, mais on voit aussi que notre population vieillit. Est-ce que vous ressentez, par rapport, vous avez cité que en 69, un gérontologue avait commencé à travailler là-dessus. Est-ce que cette problématique, qui était peut-être considérée comme anecdotique, ou en tout cas étudiée par quelques spécialistes, vous ressentez une accélération sur la façon dont on veut la prendre en charge dans notre société? Oui, tout à fait. D'abord, ne fût-ce que il y a plus de recherches scientifiques sur la question. On voit qu'Amnesty International, par exemple, a un focus sur les personnes âgées en cas de conflit et de guerre. Donc il y a des catégorisations qui apparaissent. Alors c'est malheureux de le faire aussi là, mais on voit que c'est une visibilisation. Voilà, l'OMS, je vous l'ai dit, l'Organisation mondiale de la santé, qui pointe vraiment cette question d'aging. Donc il y a une visibilité et une prise de conscience. Et qui s'est joué aussi parfois de façon... C'est vrai que pour revenir à cette crise Covid, à un moment, on a vraiment opposé, on va sauver nos jeunes, et puis les vieux vont se sacrifier, et on a un peu comme ça mis en conflit des générations, alors que moi j'avais des jeunes étudiantes qui pouvaient plus voir leurs grands-parents, qui étaient dévastés, qui les ont perdus aussi, et on a vu au contraire qu'il y avait une volonté de relier, de revenir à ce lien. Mais oui, je pense qu'il y a une visibilité. Il y a toute cette presse. Avant, on avait notre temps. On se disait, quand on prend notre temps, c'est qu'on est retraité, on doit lire cette revue. Aujourd'hui, il y a toute une presse aussi qui s'adresse aux personnes, qui ont peut-être un peu plus de temps de lire le journal, mais qui leur propose toute une série d'activités ou de regards sur le monde avec des yeux de personnes plus âgées. Donc, je pense que oui, il y a la visibilité, c'est toujours quelque chose qui sert. Et après, évidemment, il faut qu'il y ait des changements de fond aussi. Oui, mais on le sent sur le côté culturel avec les tarifs spéciaux, des horaires spéciaux, parce qu'aussi beaucoup de personnes âgées nous disent, nous, le spectacle à 20h, c'est un peu compliqué, donc on les décale. Le transport en commun, moi je vous dis aussi, l'idée originale, je me souviens quand Steve Stewart avait lancé ça, donc l'ancien président de Vorreut avait lancé ça dans les années 2000, c'était aussi pour que les gens sortent de chez eux. Donc il fallait rendre le transport en commun plus accessible pour que ce ne soit pas une barrière pour sortir de chez soi. C'est peut-être ça un peu la clé, c'est aussi ce décloisonnement sociétal et social, c'est que les gens sortent de chez eux, puissent, s'ils le veulent toujours, mais ne pas être simplement dans un milieu reclus où ils n'ont plus de contact, parce que vous l'avez dit pendant le Covid, beaucoup de gens étaient dans la solitude complète, et donc... où est la clé, quelque part, pour faire sortir les gens de cette solitude? Oui, mais ce que vous dites sur l'adaptation, on s'adapte. L'inclusivité, c'est ça. On s'adapte à des besoins spécifiques, et on essaye évidemment que chacun et chacune puisse s'y retrouver. Et vous savez, l'adaptation, moi le théâtre à 19h, ça me convient très bien aussi, c'est peut-être le signe. Donc voilà, mais j'imagine que on va bientôt être en période électorale, que les politiques pourraient aussi s'emparer de cette question, parce que finalement ce sont des électeurs et des électrices aussi, et avec des besoins spécifiques, et je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire, autrement que simplement une voix. Clairement, avec les conseils consultatifs comme celui que vous assistez à la ville de Bruxelles, c'est de les entendre sur une série de sujets. D'ailleurs, ils sont très demandeurs d'être de plus en plus associés, et je peux vous dire qu'ils se font entendre. Ils sont la diversité de la société, ça n'est pas une tendance qui est représentée, mais vraiment extrêmement multiple. Et d'ailleurs, ça se ressent, ils ont des vrais débats. Ils ont ce passé, évidemment,
militants ou pas, mais militants aussi de leur quartier, donc c'est pas toujours militants politiques, et on sent qu'ils ont envie d'influencer sur la société, qui ne soit pas non plus d'acquérir, entre guillemets, le mot est peut-être un peu dur, des privilèges. Ils veulent juste faire partie du projet global. Et peut-être c'est ça le plus intéressant dans ces comités consultatifs, c'est qu'en fait, ils veulent aider. Ils veulent être dans un process. Et ils veulent découvrir. Moi, je suis aussi très surpris par rapport à ça, du nombre d'institutions qu'ils n'ont pas visitées et où ils disent, mais en fait, je n'ai jamais été voir ça. Je prends un exemple, on va organiser un grand concert aux Beaux-Arts dans la salle Henri Leboeuf, qui est la grande salle du concours Reine-Élisabeth. Mais en fait, beaucoup de gens n'y ont jamais été. Et te disent, tiens, mais moi, en fait, j'ai toujours vu ça à la télévision, j'ai toujours entendu parler, mais je suis même jamais rentré dans Beaux-Arts, quoi. Et là, on sent qu'il y a quand même des moments où c'est aussi à travers ces actions très concrètes qu'ils se disent, ah ok, là, on compte sur moi, je fais partie du job. Sinon, je ne suis pas résumé à je me suis bien battu pour votre pension. Et puis après, oui. Bon, c'est important la pension, hein, on est très clair, et on sait le boulot que fait Karine Lallieu, mais c'est aussi important de se dire, ok, mais quelle est ma place dans cette société, parce que j'ai encore 20, 30, 40 ans à y passer, quoi. Oui, et dans ce conseil, ce que j'ai aimé, c'est que à la fois ça concernait des choses très triviales, hein, les distributeurs d'argent, etc., et puis la question de la mémoire. Et que tout ça, évidemment, s'articule, et on voit que entre le quotidien et puis quelque chose qui est voilà de l'ordre presque plus philosophique, eh bien, il y a des dialogues qui s'instaurent. Et moi, je vois de plus en plus aussi de personnes âgées qui viennent suivre mes cours à l'université et qui ont des liens et des contacts avec les jeunes étudiants et étudiantes. Et c'est agréable de voir à ce moment-là, en temps réel, finalement, des échanges et où ils interviennent. Ils sont très bons élèves, hein, les personnes âgées, assidus. Et souvent, on a les mêmes connivences culturelles. Et alors, les jeunes nous disent « Ah ben oui, ça, on connaissait pas. » Et donc là aussi, c'est quelque chose de l'ordre de cette transmission dans un quotidien. Et c'est très beau. Merci Laurence Rosier. Je rappelle, vous êtes professeur à l'ULB en linguistique et en analyse du discours. Merci pour ce podcast donc, de la ville à 10 minutes sur, en effet, nos seniors et leur place dans la ville et dans la société en général. Très bonne journée. Merci pour cette invitation. Au revoir.